En plongeant dans les profondeurs de l'histoire égyptienne, nous sommes transportés dans une époque où les pharaons gouvernaient un empire de richesse et de splendeur. C'est durant le Nouvel Empire à Thèbes, une période marquée par l'expansion territoriale et la prospérité économique, que nous tombons sur une intrigue ancienne et fascinante d'un phénomène ovni observé par les scribes du pharaon Thoutmôsis III au cours de l'année 1450 avant notre ère. Ce phénomène ovni a été consigné sur un papyrus en précisant le moment exact pendant lequel cette apparition soudaine a été observée, le 22e jour de la saison de Péret, à la 6e heure du jour. L'événement a été décrit dans le papyrus nommé le Tuli Papyrus. Cet événement inhabituel décrit quelque chose de troublant pour les témoins de l'époque, voire même de terrifiant. Cette apparition a été qualifiée par les érudits de Pharaon comme ressemblant à des cercles de feu dans le ciel. Cette description n'est pas typique d'un phénomène naturel connu, comme une éclipse ou une aurore boréale par exemple. Les scribes de la cour de Pharaon à cette époque et dans toute l'Égypte ancienne étaient connus pour leurs connaissances avancées en astronomie. Ils ont observé et documenté des phénomènes tels que le mouvement des étoiles, les phases de la Lune et les éclipses solaires. En fait, l'Égypte ancienne avait un calendrier solaire sophistiqué qui s'est avéré être remarquablement précis. Il est donc peu probable qu'ils aient confondu un phénomène naturel comme une éclipse solaire ou une aurore boréale, avec un cas de phénomène mystérieux et inexplicable. D'autant plus que les aurores boréales sont principalement visibles dans les régions polaires et subpolaires, donc bien au nord de l'Égypte. Le document, le Tuli Papyrus, a été découvert en 1933 par l'érudit Alberto Tulli, le directeur du musée égyptien du Vatican. Tulli était en voyage en Égypte pour découvrir de nouveaux objets destinés à rejoindre le musée du Vatican. En faisant le tour des marchands d'antiquités, Tulli est alors tombé sur un document qu'il a trouvé particulièrement intéressant sur lequel est écrit le récit suivant. En l'an 22, du 3e mois d'hiver, à la 6e heure du jour, les scribes de la maison de vie ont remarqué un cercle de feu dans le ciel. Il n'avait pas de tête, l'odeur de son souffle était mauvaise. Son corps avait une longueur d'une canne et une largeur d'une canne, il n'avait pas de voix. Le dénouement de cette intrigue mystérieuse d'un phénomène aérien non identifié réside principalement dans l'acquisition et la transmission du document qui raconte cet événement énigmatique. Le protagoniste de cette histoire moderne est Alberto Tulli, qui était directeur égyptien du musée du Vatican, était un homme d'éducation et de curiosité. Il a parcouru l'Égypte à la recherche d'artefacts et de connaissances. Lors de ses voyages, il a eu la chance de tomber sur un document d'une antiquité remarquable. Ce papyrus était proposé à la vente par un marchand d'antiquités local. Malheureusement, le document avait subi le poids des siècles, il se trouvait dans un état de détérioration avancée. Malgré l'état du papyrus, Tulli avait reconnu l'importance du texte qu'il tenait entre ses doigts. Plutôt que de risquer d'endommager davantage le document fragile en le transportant, il a choisi de faire une transcription sur place. Armé de sa connaissance des hiéroglyphes, il a soigneusement transcrit le texte, préservant ainsi l'histoire qui aurait pu être perdue à jamais. Il convient toutefois de souligner que la transcription de Tulli est en fait une transcription d'une autre transcription. Le texte original avait déjà été transcrit une fois avant que Tulli ne le trouve. Cette double couche de transcription introduit une possibilité d'erreur et d'inexactitude, ajoutant une autre dimension à l'énigme. Après la mort de Tulli en 1955, ses héritiers se sont lancés dans une quête pour retrouver le papyrus original, dans l'espoir de confirmer la véracité de la transcription. Mais malgré leurs efforts, le papyrus original est resté introuvable à ce jour. Le document, tout comme le mystère qu'il raconte, est toujours perdu dans les sables du temps, laissant derrière lui un voile de mystère et de spéculation. Je vais dans cette vidéo vous fournir l'analyse la plus juste possible concernant cet événement énigmatique qui peut être attribué à un phénomène ovni. Cette possibilité n'est pas du tout exclue comme vous allez le voir. Pour procéder à cette analyse, je vais commencer par expliquer les potentiels phénomènes naturels qui auraient pu avoir lieu ce jour-là, puis ensuite, je vais me pencher sur l'analyse du récit mentionné dans le Tuli Papyrus. Le premier phénomène possible est l'éclipse solaire. Une éclipse solaire est un phénomène naturel qui se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, obscurcissant partiellement ou totalement la lumière du Soleil pendant un court laps de temps. Ce spectacle céleste a été observé et enregistré par de nombreuses cultures anciennes, y compris les Égyptiens. Si on compare une éclipse solaire à l'événement décrit dans le papyrus, plusieurs éléments ne collent pas. Premièrement, la description de l'événement est décrite comme étant sans tête. Lors d'une éclipse solaire, le Soleil ou la Lune ne perd pas sa tête. Au contraire, c'est un alignement précis des trois corps célestes qui crée l'illusion que le Soleil a disparu ou a été mangé. Deuxièmement, le texte décrit une mauvaise odeur qui serait associée au phénomène. C'est une caractéristique qui ne correspond pas à une éclipse solaire. Les éclipses solaires sont un phénomène purement visuel et ne provoquent aucun changement dans l'atmosphère terrestre. Elles ne devraient pas produire d'odeur et encore moins une odeur désagréable. Dernièrement, le texte fait référence à un cercle de feu. Si pendant une éclipse totale de soleil, une sorte de cercle de feu peut être observé lorsque la Lune ne couvre pas entièrement le Soleil, le phénomène est généralement bref et n'est pas accompagné des autres caractéristiques décrites dans le texte. L'hypothèse de l'éclipse solaire est donc peu probable, elle manque de crédibilité technique.
Le deuxième phénomène possible serait les aurores boréales. Les aurores boréales, également appelées lumières du Nord, sont un spectacle naturel spectaculaire qui a captivé l'imagination humaine depuis des millénaires. Elles se produisent lorsque des particules chargées émises par le Soleil interagissent avec la magnétosphère terrestre, provoquant un éclairage lumineux et coloré dans le ciel nocturne. Les aurores sont principalement observées dans les régions polaires, là où l'interaction entre les particules solaires et le champ magnétique terrestre est la plus forte. En ce qui concerne l'observation d'une aurore boréale en Égypte, il y a plusieurs facteurs importants qui rendent cette hypothèse peu probable. Tout d'abord, la géographie. L'Égypte est située près de l'équateur, loin des régions polaires où les aurores boréales sont principalement visibles. Même s'il y a déjà eu des cas enregistrés d'aurores boréales visibles à des latitudes plus basses lors d'événements solaires particulièrement intenses, ces cas sont extrêmement rares. Deuxièmement, la description du cercle de feu dans le texte ne correspond pas aux caractéristiques associées aux aurores boréales. Les aurores dans les observations sont décrites comme des voiles ou des rideaux de lumière qui dansent à travers le ciel et non comme un cercle de feu. En plus de cela, le texte suggère que le phénomène était un événement localisé, contrairement aux aurores boréales qui remplissent le ciel avec leur spectacle de lumière. Dernièrement, il n'y a aucun enregistrement historique ou archéologique connu d'aurore boréale ayant été observée en Égypte ancienne. L'hypothèse de l'aurore boréale est donc elle aussi peu crédible. Le troisième phénomène naturel possible serait les comètes et les astéroïdes. Les comètes et les astéroïdes ont longtemps été observés dans le ciel nocturne. Ils laissent des traces lumineuses visibles à l'œil nu lors de leur passage. L'apparition d'une comète ou d'un astéroïde pourrait effectivement être perçue comme un cercle de feu, en particulier si l'objet céleste passe particulièrement près de la Terre ou qu'il est de grande taille. Sauf que, plusieurs aspects de la description dans le papyrus ne collent pas avec ce que l'on sait de ces phénomènes. La première incohérence concerne le mouvement. Les comètes et les astéroïdes se déplacent généralement à travers le ciel à une vitesse perceptible. Le texte suggère que l'objet était plutôt stationnaire, ou du moins, qu'il ne se déplaçait pas à une vitesse notable. La deuxième incohérence concerne la taille. Le texte indique que l'objet avait une longueur d'une canne et une largeur d'une canne. C'est une description très précise, qui ne correspond pas à la plupart des observations d'astéroïdes ou de comètes, qui sont souvent perçus comme des points lumineux dans le ciel, plutôt que comme des objets de taille définie. Le troisième élément qui ne concorde pas concerne l'odeur. Le texte fait référence à une mauvaise odeur associée à l'objet. C'est une caractéristique qui ne correspond pas à ce que l'on sait des comètes ou des astéroïdes. Bien que certaines comètes soient connues pour émettre des gaz lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, ces émanations ne seraient pas perceptibles à la surface de la Terre. L'hypothèse de la comète et de l'astéroïde est donc elle aussi peu crédible. L'analyse des phénomènes naturels ne mène nulle part, c'est un cul-de-sac. Un gouffre sans fin dans lequel, de toute évidence, nous ne trouvons aucune réponse. Nous allons donc nous pencher sur le récit contenu dans le papyrus. Le premier passage du papyrus en l'an 22, du 3e mois d'hiver, à la 6e heure du jour, souligne l'attention minutieuse portée à cet événement inhabituel. Cela suggère que l'événement était assez important pour être soigneusement enregistré avec des détails aussi spécifiques. Le fait que nous ayons une date précise pour cet événement est remarquable. Cela démontre l'importance que les Égyptiens de l'époque accordaient à l'observation du ciel et à l'enregistrement de phénomènes inattendus ou inexplicables. Les Égyptiens étaient de fervents astronomes, ils suivaient attentivement les mouvements des corps célestes pour des raisons religieuses et pratiques, notamment pour déterminer les saisons pour l'agriculture. En plus de cela, le fait que l'événement a été observé à la 6e heure du jour est aussi intéressant. Dans la tradition égyptienne antique, le jour était divisé en 24 heures, avec 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit. De cette façon, la 6e heure du jour correspondait à peu près à notre milieu de matinée. Si cette lecture est correcte, cela signifie que l'événement s'est produit en plein jour, ce qui est assez inhabituel pour ce que nous associons généralement à des phénomènes aériens comme les étoiles filantes ou les comètes. Cela pourrait également expliquer pourquoi l'événement était si visible et marquant pour ceux qui l'ont observé. Dans le deuxième passage, les scribes de la maison de vie ont remarqué un cercle de feu dans le ciel. Ce qui nous intéresse dans cette analyse est la partie concernant le cercle de feu dans le ciel. Une interprétation possible de ce passage pourrait être celle d'une observation d'une sorte d'explosion atmosphérique causée par un objet céleste entrant dans l'atmosphère terrestre. On pourrait comparer cela à l'événement de Tunguska en Sibérie en 1908, durant lequel une explosion massive a été causée par ce que l'on pense être une comète ou un astéroïde qui a explosé dans l'atmosphère terrestre. Dans ce scénario, le cercle de feu pourrait représenter l'explosion lumineuse et incandescente dans le ciel, causée par la désintégration de l'objet. Cette explosion aurait certainement été visible en plein jour, surtout si l'objet était de taille significative. L'odeur nauséabonde décrite pourrait être associée au gaz et aux particules libérées lors de l'explosion. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle ne tient pas compte de tous les détails du texte, en particulier le fait que l'objet est décrit comme étant silencieux et stationnaire. Les explosions atmosphériques sont généralement associées à un bruit fort, et un objet entrant dans l'atmosphère se déplacerait à une vitesse élevée, contrairement
à ce qui est décrit dans le texte. Dans la troisième partie du texte, la description du phénomène comme n'ayant pas de tête et n'ayant pas de voix est vraiment troublante. Cela semble indiquer que l'objet ou le phénomène n'avait pas de direction apparente de déplacement, pas de tête, et n'a pas produit de son, pas de voix. Cela suggère quelque chose de silencieux et peut-être même stationnaire ou se déplaçant lentement. La mention d'une odeur mauvaise est également intrigante. Cela sous-entend un phénomène qui n'a pas seulement été vu, mais aussi senti. Les phénomènes atmosphériques ou astronomiques ne sont généralement pas associés à une odeur perceptible à distance. Cela semble donc être quelque chose d'inhabituel, peut-être une sorte de dégagement gazeux ou de phénomène chimique. La description du corps de l'objet comme ayant une longueur d'une canne et une largeur d'une canne semble indiquer un objet de forme circulaire ou sphérique. La canne était une unité de mesure courante dans l'Égypte ancienne, équivalente à environ 52,5 cm. Cela pourrait signifier que l'objet avait une taille visible assez importante dans le ciel si l'on considère le fait qu'en astronomie, la taille visible d'un objet est la taille angulaire de cet objet vu depuis un certain point. Pour donner un exemple, bien que le Soleil et la Lune soient très différents en taille, ils ont à peu près la même taille visible dans le ciel vu de la Terre parce que le Soleil est beaucoup plus loin que la Lune. Si l'objet avait une taille visible d'une canne par une canne, cela signifie qu'il semblait assez grand dans le ciel. Une théorie pourrait être que le phénomène décrit était une sorte de ballon de feu, peut-être similaire au phénomène moderne connu sous le nom de foudre en boule. La foudre en boule est un phénomène atmosphérique rare et peu compris, généralement associé à des orages, pendant lesquels une sphère lumineuse semble flotter dans l'air ou se déplacer lentement. Cette théorie ne résout pas le mystère de l'odeur décrite. Une autre possibilité pourrait être un phénomène chimique ou gazeux rare, peut-être lié à une éruption volcanique ou à un dégagement de gaz souterrain. Cela pourrait expliquer l'odeur, ainsi que l'apparence d'un cercle de feu s'il s'agissait de gaz enflammé. Mais encore une fois, à notre connaissance, il n'existe pas de volcan actif en Égypte, ce qui réduit à néant cette possibilité. Le dernier passage du texte, leur cœur était confus, et ils sont tombés sur leur ventre. Ils sont allés au pharaon pour lui rapporter, exprime clairement l'émoi et le respect que ce phénomène a suscité chez les scribes. Le fait que les scribes se soient rendus auprès du pharaon pour lui faire part de l'observation indique l'importance de l'événement et leur préoccupation à ce sujet. La réaction des scribes suggère que le phénomène qu'ils ont observé n'était pas courant dans leur expérience ou dans leur compréhension du monde. Dans la culture égyptienne antique, le ciel était le domaine des dieux, et un tel phénomène pourrait avoir été interprété comme un signe ou un message divin. La confusion et l'effroi exprimés par les scribes pourraient indiquer que le phénomène observé était perturbant et déconcertant. Cela pourrait être dû à son apparence, à son comportement ou peut-être à la mauvaise odeur mentionnée précédemment. Une théorie crédible étant donné qu'aucun des phénomènes naturels mentionnés précédemment ne correspond aux descriptions du phénomène observé, pourrait être que cet événement a été pour les Égyptiens de cette époque une première rencontre avec une technologie ou un phénomène inconnu, peut-être même extraterrestre. Si l'objet observé était un objet volant non identifié, cela pourrait expliquer pourquoi il était si différent de tout ce que les scribes avaient expérimenté ou compris. Les scribes égyptiens étaient des érudits minutieux, dotés d'une connaissance approfondie des phénomènes naturels et astronomiques de leur époque. Leur confusion et leur émoi face à cet événement suggèrent que ce qu'ils ont observé était bien en dehors de leur expérience et de leur compréhension. Pourquoi un engin extraterrestre serait-il présent dans le ciel de l'Égypte ancienne? Était-ce un simple passage, une observation, ou y avait-il une intention plus spécifique derrière cette apparition? La notion de mauvaise odeur est particulièrement intrigante. Les observations modernes d'OVNI ne mentionnent généralement pas de tels détails. Cela pourrait-il indiquer une forme de propulsion ou de technologie qui a été améliorée ou modifiée au cours des millénaires? Ou alors est-ce une indication que l'objet était en effet en détresse ou avait subi une défaillance? Le mystère de l'objet volant non identifié dans l'Égypte ancienne, en 1450 avant notre ère, est considéré comme l'un des premiers cas de phénomène aérien inexpliqué qui a été consigné par écrit. Dans cette histoire naturellement, une question se pose. Pourquoi Alberto Tulli, en plus de transcrire l'événement, n'a pas rapporté avec lui le texte original qu'il avait sous les yeux? Bien que le texte dont il a fait la transcription puisse être considéré comme une reproduction de l'original, il est fort probable qu'il était d'origine locale et que les informations qu'il contenait auraient permis une meilleure lecture et une meilleure compréhension du phénomène. Il y a plusieurs raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi Tulli n'a pas ramené le texte original. Il est possible que Tulli n'ait pas eu accès à l'original lui-même. Peut-être a-t-il été confronté à des restrictions ou à des difficultés pour obtenir le document original, que ce soit en raison de son statut d'étranger ou d'autres obstacles que nous ignorons. Dans cette optique, il a dû se contenter de la transcription qu'on lui avait fournie ou qu'il avait pu obtenir. Une autre possibilité est que Tulli ait choisi de ne pas ramener l'original pour des raisons pratiques ou de sécurité. Si le texte original était un document précieux ou important pour la culture locale, il est concevable qu'il n'a pas été autorisé à le prendre avec lui. En plus de cela, si le document avait une certaine signification
signification religieuse ou ésotérique, il aurait pu être considéré comme sacré ou réservé à certaines personnes, ce qui aurait limité sa diffusion. Il est également possible que Tully ait choisi de ne pas ramener l'original parce qu'il considérait que sa transcription était suffisante pour documenter l'événement. Peut-être qu'il pensait que le contenu de l'original avait été correctement préservé dans sa transcription et qu'il n'était pas nécessaire de rapporter l'original lui-même. En l'absence de plus d'informations sur les circonstances précises de l'acquisition de ce papyrus mystérieux, il est difficile de déterminer avec certitude pourquoi Tully n'a pas rapporté le texte original. Les motivations exactes de Tully restent un mystère, mais il est possible que des obstacles d'ordre pratique, des restrictions culturelles ou des considérations personnelles aient joué un rôle dans sa décision. Peut-être que l'original de ce papyrus est perdu à jamais ou peut-être qu'il est soigneusement et jalousement conservé quelque part, dans un endroit inaccessible au public et aux chercheurs.